J'étais en train de discuter avec notre jeunesse, là, cette belle jeunesse, et puis ils me demandaient ce que j'avais fait de ma vie, puis je réfléchissais tout compte fait. Est-ce que c'est parce que mon père était menuisier que j'ai eu une vie en dents de scie? Est-ce que ça explique le fait que toute ma vie, je suis passé du possible à l'impossible et de l'impossible au possible? J'en sais rien. Toujours est-il que, comme vient de vous le dire Christian, je suis né dans un petit village qui s'appelle Roissy en France. Il y a de cela très longtemps, c'était au dernier millénaire, c'était il y a 70 ans. Mais dans une famille où nous étions 6 frères et sœurs, parmi lesquels 3 handicapés profonds. Mon père menuisier, j'ai jamais eu de vélo, je suis jamais parti en colonie de vacances. Alors on ne peut pas jouer Cosette, parce que pour elle, ça c'est pas bien fini. Sauf que moi, ça m'a donné du ressort. Beaucoup de choses étaient impossibles. Alors, pendant que les copains faisaient du vélo, babylette, pendant qu'ils allaient en colonie de vacances, le petit Michel, il n'a jamais été bien grand, même encore maintenant, il allait s'asseoir dans l'herbe et il regardait les avions se poser au Bourget et il disait « Un jour, je serai dedans, pas de vélo, donc je vais aller dans les avions, je vais être assis devant, c'est-à-dire je vais conduire des avions, et comme ceci me paraissait très modeste, je me disais, je vais tout simplement faire une chose, c'est créer ma propre compagnie, et probablement, par esprit de revanche sociale, déjà à l'âge de 8-10 ans, je disais, je veux mettre mon nom sur mes avions. C'est fou, c'est dingue, c'est impossible à faire, sauf que j'en avais rêvé, alors je l'ai fait. Et pourquoi? Parce que je me disais, voici la vie dont tu rêves, et tu vas tout faire pour la rendre possible. Alors j'ai passé mon adolescence à me cultiver, Mermoz, Saint-Exupéry. J'ai également beaucoup potassé mon livre de géographie, que je le trouvais beau, mon livre de géographie. Il y avait les châteaux de la Loire, il y avait la Tour Eiffel, il y avait le Mont Blanc, le Mont Saint-Michel. Et tout ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, eh bien c'était toujours photographié du dessus. Alors je trouvais ça magique et je me disais, toi que j'aime partir en colonie, alors un jour tu feras un truc, c'est que tu partiras avec tes avions, tu emmèneras des passagers qui feront que tu voleras gratuitement, parce qu'ils vont payer ta place, et voilà, donc superbe. Ouais, superbe. Sauf que j'ai pas de pognon. Alors j'ai emprunté 20 000 francs, parce que c'était l'ancienne époque, on parlait en francs. J'ai emprunté 20 000 francs des copains de travail. Et puis, j'ai dit, je vais poursuivre mon projet, mais entre-temps, il faut quand même que je fasse un passage, que je m'établisse dans la vie. Et donc l'adolescence m'a amené, tout simplement, à passer le concours de l'armée de l'air, la petite porte, et on découvre à la première visite médicale que je suis possesseur d'une myopie. Alors l'envie d'être pilote et puis de monter sa compagnie, on ne va pas faire de gestes déplacés, mais on sent que ça s'éloigne. Mais c'est pas grave dans le fond. Si on ne peut pas être pilote, on sera mécano, on sentira le kérosène quand même, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Eh bien, je fais l'école de Saintes, l'école de Rochefort, s'il en est parmi vous qui connaissent, et me voici muté dans une belle région, la Bourgogne, devenue Bourgogne-Franche-Comté. En clair, je me retrouve sur la base aérienne de Dijon, qu'on appelle l'Académie de la Chasse, sur un avion extraordinaire, le Mirage 3, qui doit toujours être derrière si je ne fais pas erreur. Et dès l'âge de 20 ans, puisque nous avions vendu 1400 Mirages à 22 pays, dès l'âge de 20 ans, eh bien, je me retrouve instructeur sur un truc très bizarre, le réacteur du Mirage. Parfait, génial, super. Premier étage, j'acquiers donc une expérience dans ce domaine. Et puis, 20 ans, 22 ans, on établit sa petite vie personnelle, on rencontre une gente dame, et puis on fait un premier enfant.
Et ce premier enfant, il se trouve qu'il a un comportement bizarre. Et on découvre qu'il est autiste profond. Il a 47 ans aujourd'hui. Il ne m'a jamais dit papa. Il ne me dira jamais papa. Ça refroidit. Mais heureusement, il y a le rêve qui est là. On va continuer. 3 autres enfants au passage. Donc une famille de 4 enfants, un handicapé, un salaire, il ne peut pas y en avoir 2. Donc passer des brevets de pilote, si vous voulez, pour ensuite repartir dans son rêve, c'est très compliqué. Alors on se lève à 3h30 le matin. À 4h, on part avec 2 musettes. On prend des piles de prospectus et de journaux et on va distribuer ça dans les boîtes aux lettres de Dijon. Et avec le peu que ça rapporte, eh bien, on est quand même content d'aller passer son petit brevet de pilote à l'Aéroclub de Nuit Saint-Georges. Puisque je suis enfin devenu un pilote qui va être capable de conduire un avion, eh bien, je suis donc j'ai repris ma trajectoire et de ce fait, eh bien, je crée ma compagnie qui portera quel nom? Le mien, Torini Aviation. Superbe. Alors me voilà parti avec mes 2 pilotes, avec mes 20 000 francs, me voilà parti chez l'aérospatiale parce que il faut que j'ai des avions, mais je n'ai pas les moyens de les acheter, pas les moyens de les payer. Alors je leur présente mon projet, ils me disent c'est pas idiot, on va vous en prêter, sauf qu'il va falloir payer une location, quoi. C'est pas mal comme sujet. J'arrive sur les aéroports pour tout simplement emmener mes passagers sur ces belles régions que je viens de vous citer. Petit problème, je suis accueilli par des gens avec des grandes dents qui sont les aéroclubs et qui partent du principe que je viens leur piquer le pain de la bouche. Moi, je suis professionnel, eux sont associatifs, c'est pas grave. Donc, ça va pas bien finir. Ça va pas bien finir. Je vais déposer le bilan, je vais rendre les avions, je vais rentrer chez moi, j'aurai plus de femme, j'aurai plus de gosses. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien j'ai de petits-enfants. C'est comme ça fait rien. Ce qui ne tue pas rend fort, disait Nietzsche. Alors, je me retrouve sans domicile fixe, SDF, cravate, mais SDF. Et l'aviation s'est terminée, le rêve c'est fini, mais c'est pas grave, dans le fond je l'ai réalisé puisque j'ai bien survolé nos belles régions avec des avions qui portaient mon nom. C'est pas grave, j'ai 32 ans, la vie est belle, elle s'ouvre. Je redécouvre l'amour, je conduis des bus de ramassage scolaire parce qu'il faut bien manger, parce que les huissiers sont là. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, on n'est pas... Ça dépend, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je retrouve du boulot dans la formation, une société qui s'appelait Eurelec, spécialisée dans tout ce qui est formation en entreprise, dans le cadre de l'automatisme, de la robotique, etc. Ça se passe plutôt bien. Je suis le 158e dans la hiérarchie, et un jour, le patron m'appelle et me dit « Monsieur Torigny, voilà, j'ai décidé de créer un nouveau poste de directeur commercial, parce que l'ancien, il n'est pas bon, d'abord, et puis le poste est mal défini, ensuite. Donc, c'est vous que je veux. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis numéro 3 dans l'entreprise du 158e étage. Je monte au 3e, plus exactement, enfin bref. Et je suis plutôt content. Et je dis, bon, l'aviation, c'est derrière, mais ça y est, je suis chef. C'est pas mal, ça va. Sauf que... Ça, c'était au mois d'avril de 1987. 3 septembre 1987, périphérique à Paris, il y a un camion qui oublie de s'arrêter. Un camion qui oublie de s'arrêter, qui pousse 28 voitures devant lui. Et la première voiture, c'est pas le pot, c'est la mienne. Vous en avez là des photos. 4 heures intransportable, je ne sais plus qui je suis parce que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Les chirurgiens me demanderont si je suis croyant. Je ne vois pas pourquoi, mais ils m'expliquent. Ils me disent parce que nous, on ne comprend pas pourquoi. En définitive, vous êtes là vivant. Alors je leur dis, écoutez, par tradition familiale, je suis de confession catholique. Alors ils m'ont dit, vous irez à Lourdes. Alors comme l'année d'après, je ne savais pas trop où aller, si vous voulez, je suis allé à Lourdes. Ils ont mis 4 heures à me désincarcérer de la bagnole. Ils sont forts, nos amis pompiers. On leur doit beaucoup de choses, la vie en tout cas dans mon cas. Et puis, les séquelles. Les séquelles, c'est que normalement, je n'ai pas le droit de rester plus d'1 quart d'heure debout, colonne vertébrale esquintée. Je ne peux pas tourner la tête à gauche, ce qui fait que je m'arrange pour tourner la tête à droite pour parler à mes amis.
j'ai fait une mutation génétique tellement le choc a été violent, et je me fais 4 piqûres par jour. Et accessoirement, j'ai été soigné, ne rigolez pas, c'est triste, 5 ans au Mediator. Voilà. Mais j'en suis sorti, c'est bien. Hein, voilà. Et je vous jure que c'est vrai. Voilà. Et puis un jour qui était un peu comme celui d'aujourd'hui, j'étais en forme et je croisais des gens, je leur faisais des sourires et d'un seul coup, je fais un sourire acquis à un mec que je connaissais, qui avait été pilote sur Mirage 3 et qui j'avais travaillé dans le passé, qui est content de me revoir et moi je suis très heureux de le croiser. Et il me dit, tu sais, j'ai quitté l'armée, j'ai investi dans des avions et si tu veux, je te prête les miens. Alors, je ne pensais pas du tout que j'y reviendrais. Hein. Alors, il m'a dit, pas compliqué, ce que tu faisais, tu le refais, mais avec des avions, puis voilà, et puis tu me paieras à l'heure de vol au lieu de louer forfaitairement, etc. Enfin bref, et bien c'est reparti. C'est reparti, et c'est ainsi que nous allons resurvoler le Mont-Saint-Michel, on va resurvoler ce qui est derrière, que vous avez reconnu. Ça va super bien, tout va bien. On va créer école de pilotage avion, hélicoptère. Je vais avoir jusqu'à 20 guides au musée de l'Air du Bourget, l'un des plus grands musées aéronautiques au monde. Je suis celui qui fait les plus gros chèques, tout va bien. Nul n'est prophète en son pays, mais figurez-vous que là où j'ai appris à marcher, entre-temps, ils y ont fait un aéroport qu'ils ont appelé Charles de Gaulle. Eh bien, il se trouve que j'ai l'exclusivité depuis 25 ans des visites de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, vous voyez comme quoi les planètes peuvent s'aligner. J'ai fait de l'événementiel, fait des choses dans le genre vol en patrouille acrobatique aussi. Vous avez normalement la patrouille Breitling, numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Le leader Jacques Bottelin, on faisait nos mêmes rêves ensemble dans le même avion il y a 40 ans. Et il me disait, je rêve de créer ma patrouille, et moi je lui disais, je rêve de ce que vous savez déjà. Eh bien, lui comme moi, nous sommes allés au bout de nos rêves, et je pense même qu'on les a bien dépassés. Alors, simplement, pour vous laisser quelques frissons, on ne va pas vous les mettre en vol, le temps nous manque. Sachez simplement qu'on volait à 650 à l'heure, avec des gens comme vous, qui n'étaient pas habitués à le faire, qui rêvaient de voler sur un avion de chasse, et on volait à 650 à l'heure, à 3 mètres les uns des autres. C'est pour ça qu'on est habitué à boire que de l'eau, vous voyez, ce qui ne vous empêche pas, après, de me payer un verre, car je le saurais de l'apprécier. Alors, tout va bien, on ne va pas se plaindre. On s'est bien reconstruit. En plus, j'ai refait ma vie personnelle, je suis tombé sur... Enfin, je ne suis pas tombé. Voilà. Salut Brigitte, elle est à 200 km d'ici, mais je l'embrasse. Elle me refait un 5e enfant, la vie, voilà, la vie a repris. Et un jour, je rencontre, peut-être que je vais rencontrer des gens du même acabit ce soir, je rencontre des gens d'Air France qui me font expliquer ce que je fais. Ils me disent, écoutez, ça fait 20 ans que nous cherchons quelqu'un qui puisse s'occuper d'un de nos avions, parce qu'il y a plein de gens qui rêvent de voler dessus, qui n'ont rien à faire à New York et qui n'ont surtout pas les moyens d'y aller. Et je leur demande lequel, ils me disent Concorde. Donc là, il ne faut pas que je sorte du cercle rouge, mais je vous jure que je suis tombé quand ils m'ont expliqué ça. Alors ils disent, c'est pas vrai, c'est pas possible. Eh bien, ils m'ont demandé donc de faire force de mes idées, et nous avons donc créé un programme unique au monde, composé de 3 parties. Une première, alors tout ça c'était avec la cravate, c'était avec... voilà, on était gentil avec les gens. Et le matin, on leur faisait visiter l'aviation d'hier au musée de l'Air, j'avais 20 guides là-bas, 20 guides conférenciers. En début d'après-midi, on allait visiter, ce ne serait plus possible aujourd'hui pour des raisons que vous savez aussi, on allait visiter... Oh, c'est fini, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Voilà. Et donc, on faisait en première partie d'après-midi l'aviation d'aujourd'hui en allant directement sur les pistes de Roissy. Et aviation d'hier, aviation d'aujourd'hui, il ne restait plus qu'une chose, c'était de s'engouffrer dans Concorde pour réaliser quoi? Un vol qui nous faisait partir de Roissy, qui allait sur l'Atlantique, comme c'est écrit derrière, qui, à un moment donné, rentrait dans l'autre sens, pour s'opposer où? À Roissy. Et vous avez devant vous le type qui a conçu, vendu, organisé, réalisé les vols les plus chers pour aller nulle part
et en les faisant le plus vite possible. Pas bon? Eh oui. Eh oui. Formidable cette histoire. J'ai vendu du rêve. Concorde, vous le voyez là, quelques instants, quelques secondes, une petite minute en vol. On faisait Roissy-Le Havre en 12 minutes. On allait sur l'Atlantique, on faisait 1 kilomètre toutes les secondes et demie, si ça vous dit rien, c'est la vitesse d'une balle de fusil à la sortie du canon. Ça vous va? Sans passagers à bord dans la balle de fusil. En vol, l'avion s'allongeait d'environ 25 cm. Je sais, messieurs, ça nous rend modestes. Mais, imaginez un peu, j'aurais peut-être pas dû la faire, celle-là, mais c'est pas grave, on l'assumera plus tard. Superbe. Je vais même en réaliser le dernier vol le 31 mai 2003. Des milliers de passagers j'ai emmenés. Sauf qu'il y a eu un crash. Vous l'avez su, ça? 25 juillet 2000. Alors, on ne va pas trop parler de ça, simplement dire que si tout le monde avait fait son boulot, ça ne serait jamais arrivé. Et que ceux qui sont morts ne sont pas coupables des défaillances. Mais on fait quoi? On repart. Moi, ce jour-là, je perds 80% d'activité. Je revois passer mes copains les huissiers, je revois passer le RSI, je revois passer ceci, je revois passer cela, et je dis comment on va s'en sortir. Et Air France me dit, écoute Michel, nous, on ne va pas communiquer sur Concorde, mais toi, tu vas être le seul à faire commercialement encore des actions. Ça nous permettra de voir s'il y a encore des gens qui veulent redécoller dessus. Donc, je sers de pilote-testeur, voilà, des intentions, des bonnes intentions du public. Et on le remettra en vol. C'est pas le pot, d'ailleurs. On le remet en vol aussitôt après les attentats de New York. C'est compliqué. Et on va l'arrêter 18 mois après. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Irak. À tort ou à raison, chacun jugera, enfin juge. Le président Chirac décide que les Français n'iront pas en Irak. De ce fait, les Américains, qui étaient ceux qui utilisaient le plus l'avion, eh bien, nous font, comme on dit communément, la gueule. Ce qui fait que parfois, il y a moins de passagers dans Concorde que de membres d'équipage. C'est dur à gérer, hein. La maintenance, pour une multitude de raisons, va prendre 72% en 12 mois. 72%. Ouais, invivable, quoi. Donc la décision est prise d'arrêter l'avion. Donc on arrête Concorde, on fait le dernier vol, on rentre dans l'histoire, et on repère 80% d'activité. Ah voilà, les machins, les meubles, tu touches pas à ça, autrement je te tue. Ma femme est partie faire des cours, je dis, mais moi je vais me flinguer, j'en ai ras-le-bol de ce pays. Voilà, et puis elle me dit, tu sais, je suis toujours là, et puis qu'est-ce que je vais faire quand tu seras plus là? Quand tu seras plus là. Donc on redémarre dans la vie. Alors ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu lutter contre les uns, contre les autres, il a fallu se reconstruire. Je vais faire 2 grèves de la faim dans une banque, au RSI parce que je les adore, et ça se terminera le 15 mars 2015 par une évacuation d'urgence, pas en hélicoptère, en voiture, vers l'hôpital de Dijon pour un début d'AVC. Alors je vous rassure, je vais très bien. J'espère que vous en rendez compte. Je vais très bien, la vie continue. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est transmettre tout ça. Et dans mes échecs, dans mes réussites, dans l'ombre, dans la lumière, j'ai acquis une seule certitude. C'est que dans la vie, pour vous, pour moi, tout est possible. Rien n'est impossible.